Histoire de Gabriel, 3e et dernière partie. Donc on fait ces 3 jours de train et là, on arrive à la gare d'Alapi avec la mousson. C'est les premières pluies de la mousson, à savoir un orage extraordinaire et la pluie qui s'abat de manière très lourde, la nuit totale, sinon les éclairs. Et là, donc dans cette ambiance-là d'orage qui était parfaite, déjà j'avais cette conscience que les éléments illustraient assez bien l'histoire. Il y a le frère qui nous attend à la gare, droit comme un piquet. Et moi, pendant tous ces moments où j'ai dû affronter un peu son entourage, je suis resté très calme et très. On m'a d'ailleurs demandé, mais comment tu fais pour être si calme? Je me suis dit que j'avais pas d'autre choix, j'allais pas m'exciter. Et puis je suis resté calme et je me suis dit, bon voilà, faut que j'assume cette chose que je comprends pas très bien, mais qu'il faut que j'assume. Voilà. Et donc, le frère nous accueille et me tend une main assez froide et puis il me dit bah assis-toi dans le rickshaw, le taxi à 3 roues là, il me dit assis-toi à côté de Bindou, il me laisse m'asseoir à côté d'elle. Donc je me dis bah voilà, il accorde quand même une forme de place à cette histoire et donc je l'ai interprété comme voilà, tu as choisi ta destinée, bah soit et c'était une manière de montrer qu'il l'acceptait aussi. Voilà, donc il me laisse m'asseoir à côté d'elle, il s'assoit à ma droite et puis on est parti sans un mot pour rejoindre la maison familiale sous la pluie, avec l'orage. Et là, on arrive au moment de la prière. Normalement, toute la famille prie dans le salon. Et là, quand on arrive devant la maison, je vois que sous le porche, il y a le père, ce qui n'était pas habituel, qui est sur un rocking chair et qui regarde droit devant lui, sans nous adresser ni un mot, ni un regard. Il regarde tout droit devant lui et les autres sont en train de prier dedans. Donc elle va s'effondrer à ses pieds. Alors, elle m'a traduit plus tard ce qu'ils se sont dit, c'était pas si facile, parce que lui disait, écoute, tu as jeté le déshonneur sur la famille, tu es la honte de la famille, maintenant on pourra plus être respecté, tu n'es plus ma fille. Et elle lui disait en pleurant, pardonne-moi papa, je t'aime papa, pardonne-moi. Donc, très rapidement, on me dit, viens, on va dans la maison d'à côté, il y a un type qui s'appelle Jason, qui parlait bien anglais, donc c'est pour ça qu'on allait là-bas pour qu'il serve d'interprète, puisqu'il s'agissait de ce qu'on se comprenne bien et clairement. Et puis, on me demande donc quel est ton programme. Donc, je dis bah voilà, on n'a pas fait les choses bien. Moi, j'aime votre fille, je leur explique, j'aime votre fille, je veux me marier avec elle. On a fait une bêtise, mais bon, voilà où on en est. Il faut qu'elle ait un passeport, je veux l'emmener en France, je veux me marier. Et là, ils me disent, ok, très bien. Est-ce que tu peux nous donner ton passeport et une partie des bagages? On voudrait pas que tu partes tout de suite. Tu vas rester une semaine. Et je dis, bah d'accord, très bien, le temps qu'il faudra. Et en fait, là, tous les jours, j'ai eu le droit à des rencontres avec un jour une nonne, un autre jour un avocat, où en fait, il me faisait défiler tous ces gens-là pour que je comprenne que c'était pas un engagement à la légère et que si je revenais pas et que si je respectais pas ma parole, la vie de Bindou était finie. Donc, il voulait bien s'assurer en fait que je comprenne ça avant de partir et de revenir comme je m'étais engagé. Donc c'est vrai que ça a été un peu particulier, je me sentais un peu séquestré et j'ai bien compris, mais j'acceptais qu'il me mettait un peu la pression pour que je comprenne ce que ça impliquait, voilà, ça impliquait pas n'importe quoi. Et donc bah, ça n'a pas été le moment le plus agréable du séjour parce qu'en plus j'étais complètement déconnecté de Bindou, on a pu s'arracher peut-être un baiser à un moment donné dans le salon, voilà, mais c'était plus du tout le moment de nous laisser tous les deux seuls. Et donc moi j'avais pris un hôtel. Je me rappelle une chambre ronde sans angle qui était un peu angoissante. Et donc voilà, j'ai passé cette semaine à avoir des avocats, à signer des papiers, je pense sans aucune valeur, mais bon, eux pensaient me cadenasser d'une certaine manière et m'obliger à revenir. Progressivement, ce qu'il faut quand même dire, c'est que je me suis quand même rendu compte, parce que ça partait au début d'un sentiment fou d'amour, débordant, qui n'acceptait aucune contrainte et aucune raison. Et petit à petit, puisqu'on s'était quand même frotté à la réalité, là, avec le voyage, avec l'ambassade, avec la vie à deux, et puis avec les heures qui passent et les jours qui passent, c'est vrai il y a une progression quand même dans mes sentiments et dans l'image que je me faisais de cette histoire. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en temps réel que la peur était antinomique de l'amour et que je sentais que plus la réalité me rappelait qu'il y allait avoir des obstacles et que ces choses n'étaient pas si faciles. Et donc, la peur que ça pouvait engendrer pouvait gâcher d'une certaine manière ou me faire pas atterrir de mon rêve, mais pouvait en quelque sorte m'empêcher de développer l'amour que je pouvais avoir pour Midou. Donc je sentais déjà que c'était pas si bon et que
et qu'en effet, j'avais peut-être fait une bêtise. Je crois que je me suis rendu compte à un moment donné que, même si je le savais finalement avant de partir, que j'organisais une grosse bêtise, voilà, j'avais besoin peut-être de l'éprouver, et en tout cas, en l'éprouvant, je me rendais compte que ça allait pas être si simple, en fait. Que mon amour pour Bindou n'allait pas suffire à dépasser tous ces obstacles qui étaient dus à la différence de culture, à mon jeune âge, au fait que j'étais pas du tout réalisé dans ma vie, que j'avais rien vécu encore de significatif, et que, voilà, que c'était un engagement fou, en fait, dans ces conditions-là. Et du coup, bah, ça a été un long grignotage, en fait, de la raison et de la peur contre les sentiments fous et romantiques de l'amour. Et ça a été une sorte de lutte interne que j'essayais de gérer au mieux que je pouvais. Mais en même temps, à ce moment-là, il faut quand même comprendre que j'étais quand même encore plein de sentiments pour Bindou. Et puis, il n'était pas question, de toute façon, que je me dérobe, puisque j'avais maintenant à ma charge, et je pouvais pas la laisser. C'était pas du tout. Juste, je me rendais compte que ça allait pas être simple. Mais jamais je me disais, je vais l'abandonner, je vais la laisser. Je me rappelle de cette fois où on s'est embrassés, donc de manière très fougueuse, et parce on vivait un moment dur, elle surtout, puisqu'elle était dans sa famille. Elle avait cassé beaucoup des codes elle avait fait comme un coup extraordinaire à s'enfuir, sans prévenir. Et du coup, on vivait une forme de détresse, en fait. Et donc, il fallait à la fois se rassurer, et puis à la fois, elle me manquait. Donc, ça a été un baiser, je me rappelle, assez douloureux, parce qu'il pouvait pas du tout nous calmer d'une certaine manière. Et puis, c'était un baiser volé, et puis on avait peur de se faire prendre. Voilà, c'était un peu terrifiant au final. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on était quand même dans une drôle d'affaire tous les deux. Et puis elle était malheureuse, elle pleurait parce que voilà, elle avait déçu toute sa famille, elle avait chamboulé tout l'équilibre de sa famille. Il fallait que j'assume. Donc j'étais prêt à le faire. Au bout d'une semaine, je suis reparti. Ouais, ça a été plutôt déchirant de quitter Bindou, et de la laisser là, dans ces conditions-là. Je prenais un car pour Bombay. Une fois Bombay, il a fallu que je prenne un train pour Delhi. Bon, j'étais que dans la tristesse du départ, et puis j'allais rejoindre mon ami Paul qui m'attendait à Delhi. Notre avion était 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, et donc ça allait être mon anniversaire. J'allais avoir 21 ans, en fait, l'âge légal pour se marier, parce que je l'avais même pas, donc au moment où j'ai entrepris cette chose avec Bindou. Et du coup, voilà, j'ai fêté mes 21 ans de manière absurde à Delhi, dans une boîte de nuit vide où on n'était que trois. Et puis voilà, je suis rentré à Paris. J'ai atterri. Quand je suis rentré d'Inde, ouais, on m'a pas trop posé de questions, mais clairement tout le monde était au courant. Ils savaient que j'avais fait un peu n'importe quoi. Donc moi, la disposition dans laquelle j'étais, je suis rentré en France en me disant: il faut que je travaille maintenant et que je gagne de l'argent pour en envoyer à Bindou, et puis en réunir suffisamment pour pouvoir retourner là-bas et me marier. Et en fait, donc, en effet, je me suis mis à bosser dans le bâtiment, je faisais des gâchets de ciment, j'étais le manœuvre sans compétence dans un chantier. Voilà, je gagnais un peu d'argent, j'envoyais 100 € à la Western Union à Bindou toutes les semaines, ce qui était beaucoup d'argent, peut-être tous les mois en fait, c'est beaucoup toutes les semaines. Bon, bref. Et en fait, ça va être dur à raconter cette période, parce que c'est une période en fait où chaque jour qui passait, en fait, je voyais que j'étais de moins en moins prêt à y retourner. En fait, pour moi, j'étais sûr d'y retourner, puisque l'inverse était impossible. Mais c'est vrai que très rapidement, j'ai compris que c'était moins fluide que ce que je pensais, moins inscrit dans le réel que ce que je pensais. Et c'est vrai que de retour à Paris, sans vouloir me l'avouer tout de suite, je crois que j'avais compris en fait que j'avais fait une bêtise. Et donc très rapidement, j'ai émis des hypothèses. Je me suis demandé, je me suis projeté. En fait, je me suis dit, qu'est-ce qui va donc arriver? Il faut que je retourne là-bas, que je me marie avec Bindou et que je la ramène en France. Et c'est vrai que je me rendais compte que ma vie à Paris n'était pas du tout construite. J'étais encore chez ma mère, je fumais des pétards, j'allais boire des cafés. Et c'est vrai que j'avais du mal à lui faire une place dans mon imaginaire, à me dire: mais oui, je vais être avec elle, on va devoir trouver un appart, que je trouve un boulot. Bon, là, je fais du chantier, mais je vais peut-être pas faire ça toute ma vie. Et puis, j'arrivais pas à faire prendre corps à cette hypothèse-là. Et pourtant, j'avais pas du tout le choix que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que ça devait arriver, puisque si ça n'arrivait pas, elle mourrait. Donc, c'était pas possible.
Mais bon, c'est pas arrivé tout de suite dans mon esprit, mais au début, bien sûr que j'allais revenir et puis au fur et à mesure des semaines, je me rendais compte qu'en fait, je préparais rien de précis pour que ça arrive et juste, je lui envoyais de l'argent et puis elle me demandait: «Mais quand est-ce que tu rentres?» et moi, je lui disais: «Mais bientôt, il faut juste que je réunisse, assez d'argent», mais en même temps, je m'étais pas non plus fixé une somme précise. Enfin, je voyais que j'étais pas dans un truc très actif et que juste, en fait, je me laissais le temps d'atterrir, en fait, de ce voyage et surtout que je me laissais le temps de découvrir, que j'avais déjà compris, en fait, que c'était peut-être une erreur et que c'était une grave erreur, du coup, puisque ça impliquait quand même des destins, un virage dans le destin de cette fille qui était insupportable à imaginer, puisque je l'aimais encore, malgré tout. Donc c'est là où c'est un peu difficile de décrire le sentiment d'amour qui se défait un peu plus chaque jour et qui laisse place à une culpabilité. Et puis c'est vrai qu'elle devenait de moins en moins réelle pour moi, parce que je la voyais plus, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, d'une manière assez progressive. Je me rendais compte, en fait, face à moi-même, que j'organisais rien pour y retourner et que je nourrissais pas forcément une grande ferveur dans ce retour, même si je me laissais pas le choix de d'y renoncer. Donc très rapidement, je suis allé voir un psy parce que je comprenais, en fait, que je rentrais dans une torture mentale parce que, en fait, voilà comment une fois que j'ai compris que ça me dépassait, que en fait, j'avais aucune garantie de la rendre heureuse et donc c'est ça qui me semblait très, sombre. C'est-à-dire, je me disais: «Mais en fait, donc tu as fait une bêtise, Gabriel. Donc si tu y retournes et que tu te maries avec elle comme prévu, il y a très peu de chances pour qu'elle, vous ayez une vie heureuse à 2. Et donc, est-ce que c'est vraiment un cadeau que je lui fais à respecter ma parole?» Donc il y avait cette possibilité-là que je n'y retourne pas et qu'elle perde, elle, son honneur, ou alors la possibilité que j'y aille, mais que je me sacrifie d'une certaine manière et que sans aucune garantie qu'elle soit heureuse. Donc en fait, il y avait pas de bonne solution et donc je retournais ça dans ma tête de manière continue en changeant d'avis toutes les 2 heures, en me disant: «Mais non, je suis obligé d'y retourner parce que je peux pas la laisser mourir. Je l'aime encore, c'est la femme de ma vie, n'oublie pas Gabrielle». Et puis très rapidement, j'allais au bout de cette hypothèse et je me rendais compte que c'était pas si possible que ça. Et donc en fait, je me dis: «Bah non, je peux pas y retourner, je la rendrai pas heureuse quoi qu'il arrive, c'est l'enfermer, ça va être la gâcher que de faire ça». Mais donc si je peux pas y retourner, c'est que je la condamne à plus avoir de vie, à être détruite socialement et à envisager que le suicide ou je sais pas quoi d'autre. Et donc il y avait pas de bonne solution et donc je changeais encore d'avis et je me disais: «Bah non, il faut que j'y aille et non, je peux pas y aller». C'était une torture et elle de m'envoyer donc des mails, «Alors Gabriel, quand est-ce que tu rentres?» Il y a quand même des semaines, des mois qui passent. Je devais revenir au bout de 3 4 mois. Au bout de 5 6 mois, elle comprend que les choses traînent un peu, donc je lui dis: «Écoute, c'est un peu plus compliqué que prévu, j'essaie d'avoir un peu plus d'argent». Et alors déjà, quand je lui dis ça, je sais que je suis pas complètement honnête avec elle et en fait, ça veut dire mes sentiments sont plus du tout aussi solides qu'avant et j'ai des gros doutes concernant mon retour, mais ça, bien sûr, je lui dis pas. Et donc je suis déjà dans un rapport un peu faussé avec elle, donc plein de culpabilité. Je lui envoie de l'argent en me disant: «Au moins là, ça, de moi», ce qui est vraiment pas, je pensais pas que ça allait être ça, juste la preuve d'amour et tout ce qui allait rester, en fait, de notre relation. Et puis très rapidement, en fait, j'ai compris, j'ai compris que j'allais pas y retourner, que c'était pas possible. Et bien sûr, pour le temps de trouver le courage de lui annoncer, de me le formuler à moi clairement, ça a mis quelques semaines, voire quelques mois, où elle a encore eu le temps de m'envoyer beaucoup de mails en me disant: «Mais qu'est-ce qui se passe? Où es-tu Gabriel? Tout le monde se moque de moi, les gens me pointent, du doigt dans la rue en me disant: "Mais ton homme blanc, il va jamais revenir, mais il s'est bien foutu de toi, tu"». Bon voilà, j'imagine ça a dû être horrible pour elle. Elle me parlait de suicide, elle me dit: «Si tu reviens pas, clairement, je me suicide». Et donc je dis: «Bon». J'étais en train de la lâcher tout simplement. J'étais en train de la lâcher à son sort. De toute façon, il était presque passé 1 an. Il y a eu 1 an d'attente où elle attendait, elle me disait: «Mais qu'est-ce que tu fais?» truc. Et au bout d'un an, j'ai fini par lui dire: «Écoute, Bindou, c'est». Et en fait, j'ai mis beaucoup trop de temps à lui dire, mais je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit: «Bindou, je vais pas revenir, c'est horrible ce qui se passe. Mais c'est trop compliqué, on n'a pas assez bien réfléchi, ça implique plus de choses pour toi que pour moi et c'est horrible, c'est tragique, je sais pas comment te le dire, je sais pas comment je vais pouvoir faire pour réparer. Je vais t'envoyer de l'argent, je vais essayer de te soutenir par tous les moyens, mais je vais pas pouvoir venir, me marier avec toi». Je lui ai écrit ça dans un mail. C'était horrible parce que moi, j'avais déjà formulé ça depuis longtemps,
dans mon esprit. Et là, je devais lui annoncer parce que je pouvais pas la faire attendre toute sa vie, un potentiel retour. Et donc, du coup, je pense que j'avais bien, l'impression d'être un salopard à un moment où j'ai envoyé ça et d'avoir complètement merdé, d'avoir complètement déconné, d'avoir peut-être détruit une vie. Donc, j'étais en train de me dire que oui, j'étais peut-être en train de détruire sa vie. Donc, une fois que je lui annonce que malheureusement, je vais pas pouvoir revenir la voir et me marier avec elle, là, elle essaie de me convaincre, elle accepte pas du tout ma décision. Donc, elle essaie de me convaincre en me disant: «Écoute, si tu reviens pas, je meurs. Ma vie est vraiment finie». Et elle m'a pas lâché pour autant. C'est-à-dire elle m'a envoyé des mails régulièrement, pendant 1 an encore derrière. Pour tous mes anniversaires, pour toutes les fêtes, elle m'a envoyé un mail de rappel en disant: «Écoute, j'espère que tu vas bien. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux». Et elle finissait ses mails par «Always yours» en anglais, donc toujours à toi ou toujours tienne. Et c'est vrai que ça m'effondrait de je me disais: «Mais ça se trouve, je suis en train de laisser partir, en fait, vraiment la femme de ma vie qui était si pure dans son amour, qui m est si entière». Donc je me dis: «Là, tu es en train déjà d'assister à la détresse de cette fille et de la perdre et peut-être elle-même en train de se perdre». Donc c'était assez tragique, il faut quand même l'avouer. Et je trouvais ça assez fou qu'elle continue, que quoi qu'il arrive, quoi que soit ma décision, elle continue à me souhaiter le meilleur. Et je comprenais pas, je savais pas si c'était, j'avais pas l'impression que c'était une tactique, en fait, de sa part pour que je revienne ou essayer de pas perdre le lien avec moi, mais je voyais là, en fait, une sorte de grandeur d'âme et de cœur. Le temps a passé, les rapports se sont distendus, les échanges de mails se sont distendus. Et puis j'ai commencé à essayer de prendre des nouvelles, par, des gens, qu'on connaissait en commun sur place. Et donc j'ai appris, au bout de 2 ans, donc après que je sois rentré, qu'elle avait déménagé dans un autre état et qu'elle avait, trouvé un emploi de professeur. Donc déjà, j'ai eu une sorte de soulagement en me disant: «Bon, bah, déjà, elle s'est pas suicidée, elle est pas morte, et puis elle a une chance là, dans un nouvel état». Je pense que c'est pour ça qu'elle l'a fait, pour se réinventer une vie dans un milieu où personne la se moque d'elle et personne où elle peut se reconstruire, en fait, depuis zéro. Et encore 1 an après, j'ai appris qu'elle s'était mariée et encore 1 an après qu'elle était enceinte et qu'elle attendait un enfant. Donc on peut se dire que je n'ai pas détruit complètement sa vie. Je sais pas du tout si elle est heureuse aujourd'hui, si elle a vécu un mariage heureux. Mais au moins je me suis dit qu'elle a eu une chance de repartir un peu dans sa vie et qu'elle s'arrête pas, là-dessus. Je pense qu'en fait, là où ça n'a pas eu d'incidence, en tout cas à ma conscience, directe sur les faits, c'est que je pense que c'était une sorte de bulle, en fait, une sorte de parenthèse. C'était comme un rêve duquel j'ai atterri en atterrissant pour le coup littéralement, en rentrant d'Inde, en arrivant à Paris, même si j'ai mis du temps à comprendre que je m'étais réveillé. Mais je pense qu'en effet, c'est là où j'ai du mal à faire un lien entre cette histoire et la réalité et l'incidence que ça a pu causer, parce que je pense que c'est assez particulier, ça a été comme une parenthèse, un truc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je raconte l'histoire, j'ai du mal encore à vraiment revivre les émotions telles que j'ai pu les vivre, à l'époque, à me revivre exactement ce voyage puisque, oui, c'est comme si je sais que c'est arrivé, mais il y a quand même ce sentiment un peu absurde et irréel, en fait, on va dire, un peu difficile à connecter à ce qui nous entoure. Je pense que c'était en effet comme un rêve et un épisode bien à part dans mon existence. C'est vrai que sur le retour, en fait, je suis allé voir un psy qui m'a dit, je lui ai raconté l'histoire et il m'a dit: «Oui, mais vous savez, il y a un livre, qui s'appelle Les Fous de l'Inde, qui répertorie ces cas-là d'occidentaux qui arrivent en Inde et pour plus alors qu'ils avaient pas forcément un terrain, très fragile, décompensent, après quelque temps en Inde et puis, certains se prennent pour Napoléon, d'autres pour Jésus, avec différents, niveaux de gravité et en fait, on sait pas trop quoi faire pour ces gens qui décompensent, sinon qu'on s'est aperçu qu'une fois, rapatriés, d'urgence,
dans leur ville d'origine. Ils sont guéris dans les 2 heures après l'atterrissage. Donc ils sont quand même aperçus qu'il y avait un souci pour certains occidentaux et donc ils expliquent ça par le choc culturel qu'il peut y avoir, la portée mystique qu'il y a en Inde avec tous ces dieux, ces croyances, etc. Et puis la misère qui peut être déstabilisante dans les codes qu'on ne retrouve pas en fait une fois sur place. Et donc tout ça mis à bout peut provoquer chez certains une décompensation, un décollement réel de la réalité. Et il se peut que j'ai un peu souffert de ce syndrome, de cette chose-là, puisque c'est vrai qu'on y repense. C'est sûrement, on dit une folie douce, une folie d'amour, quoi. J'ai vécu un moment de bonheur assez intense les semaines dans ce bled d'Alapi, où j'étais très apprécié, très populaire, donc tout d'un coup très narcissisé. Je pense que tout ce bonheur, ce sentiment de liberté m'a un peu enivré et que j'étais pas prêt à accepter autant de bonheur d'un coup. Et je pense que ça a préparé là, en fait, déjà un certain décollement de la réalité, a préparé, on va dire, la suite de l'épopée, parce que il y avait déjà des bases pas très inscrites dans la réalité. Donc moi, très heureux, alors que je suis plutôt torturé, anxieux, un peu peureux, etc. Et tout d'un coup, là, c'était l'inverse, plus rien me faisait peur. Pour une aussi belle cause que l'amour, ça me semblait être parfait, en fait, comme agencement. Et du coup, je pense que oui, j'ai voulu croire en un rêve éveillé, mais voilà, j'étais pas complètement dupe. C'est-à-dire que je sentais en même temps que ce que je faisais était tragique. Et à la fois, il fallait absolument que j'arrive au bout de cette histoire. Il fallait que je la vive, en fait. Et donc, je pense que ça devait répondre à une grande frustration et ça devait répondre à un désir d'absolu qu'on peut avoir beaucoup, de manière très intense à cet âge-là. Un désir d'amour, d'absolu, de grandeur, de choses qui dépassent un peu l'entendement et la raison, mais sans avoir les épaules pour accueillir toutes ces grandes choses, en fait. Au fond, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une bêtise, en fait. J'ai déstabilisé une vie et ça a failli être dramatique. Gabriel était au micro de Caroline Gillet et Lola Costantini, qui a monté et réalisé l'épisode, et c'est Pauline Thompson qui a composé la musique. Le mixage est de Jean-Baptiste Aubonnet. Et si vous avez des histoires, écrivez-nous à podcast@slate.fr. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.